Avez-vous entendu parler de l'histoire de Ronald Read, le concierge qui possédait 8 millions de dollars d'économie lorsqu'il est décédé en 2014? Oui, vous avez bien entendu. Concierge, 8 millions de dollars. Et il n'a pas gagné à la loterie ni hérité de cet argent. Il a simplement épargné de manière cohérente tout au long de sa vie, tout en laissant les merveilles de la capitalisation faire leur œuvre. La morale est que votre comportement avec l'argent est souvent plus important que votre intelligence. Même si vous n'avez pas de diplôme de Harvard ou si vous ne travaillez pas à Wall Street, vous pouvez devenir riche en adoptant un comportement sain. Comme le dit Morgan Housel, la réussite financière n'est pas une science exacte. C'est une compétence non technique, où la façon dont vous vous comportez est plus importante que ce que vous savez. Consacrez les 10 à 15 prochaines minutes à cette vidéo, et vous pourriez exceller dans les compétences non techniques de l'investissement. Il s'agit d'un résumé des 5 principaux points à retenir de la psychologie de l'argent, de Morgan Housel. Ici le titan cuirassé, qui vous apporte les meilleurs conseils et outils pour atteindre la liberté financière grâce à l'investissement en bourse. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premier enseignement, payez le prix. Supposons que vous vouliez une nouvelle et belle montre. Vous vous rendez dans un magasin pour voir ce qu'il y a à vous offrir. Vous voulez vraiment quelque chose qui impressionnera vos amis et la belle dame que vous fréquentez. Vous avez maintenant le choix, soit vous payez la montre, soit vous la volez et vous vous enfuyez parce que vous avez fait votre cardio, n'est-ce pas? Je pense que vous choisirez la première option, quelle que soit votre capacité physique. Vous sortiriez votre carte et la glisseriez dans le lecteur. Vous feriez ce qu'il faut. Le fait est que vous savez que l'acquisition d'une nouvelle montre a un prix. Il en va de même pour l'investissement, il y a un prix à payer. Tout au long des vidéos diffusées sur cette chaîne, on retrouve certains éléments récurrents permettant d'obtenir des rendements élevés, l'un d'entre eux étant un portefeuille quelque peu concentré. Peter Lynch étant peut-être l'exception. Le portefeuille concentré apporte une caractéristique à votre performance, mais il sera volatile. C'est le prix à payer pour obtenir des rendements élevés sur le marché boursier à long terme. Si vous n'avez pas le courage de maintenir le cap lorsque votre valeur nette diminue, par exemple, de 20% au cours d'une même semaine, alors que 2 de vos principaux titres affichent des bénéfices trimestriels inférieurs aux prévisions des analystes, ne cherchez pas à maximiser vos rendements, car plus les rendements sont élevés, plus les frais sont généralement importants. Supposons qu'il y a 13 ans, vous pouviez déjà imaginer l'avenir radieux de Netflix. Vous avez investi une grande partie de votre patrimoine dans cette action. Vous seriez alors une personne très riche aujourd'hui. Mais pourriez-vous vous permettre de payer le prix de ce voyage? Au cours de cette période, Netflix a connu de nombreuses baisses importantes. Seriez-vous resté assis dans ce bateau en 2011, lorsque Netflix a perdu des tonnes de clients et que le cours de l'action a chuté de 80% par rapport à son sommet au cours des mois qui ont suivi? Les rendements de votre portefeuille auraient été terribles. Qu'auriez-vous dit à votre conjoint et à vos enfants? Pourriez-vous supporter de les affronter en sachant que vous avez peut-être mis leur avenir en péril? Pensez-vous toujours qu'il est judicieux d'investir presque exclusivement dans Netflix? Il s'agit bien sûr d'un exemple extrême, mais même si vous avez une approche moins extrême que le tout Netflix en matière d'investissement, vous devrez néanmoins payer le prix de la volatilité. Supposons que vous ayez acheté un fonds indiciel S&P 500 en 1980. Vous devrez encore faire face à environ 13 années combinées au cours desquelles votre portefeuille d'investissement a baissé de 20% par rapport à son plus haut niveau, et environ 8 mois de baisse de 50%. Ce n'est pas facile. L'investissement boursier est une excellente chose, qui permet de créer de la richesse comme peu d'autres options. Mais n'essayez pas de vous faire des illusions, cela n'est pas gratuit. Tous les investisseurs connaîtront la volatilité, et vous devez la considérer comme le prix à payer pour un avenir meilleur. Deuxième enseignement, jamais assez. Le capitalisme est doué pour 2 choses, créer de la richesse et susciter l'envie. L'envie de surpasser vos voisins, vos pairs et vos amis peut vous aider à travailler dur et à vous efforcer de réussir. Et bien sûr, il est bon d'être motivé pour devenir plus productif et faire un travail utile, mais la comparaison sociale peut aussi nous donner l'impression que nous ne sommes jamais assez nombreux. Examinons quelques statistiques. Pour faire partie des 1% de personnes ayant les revenus les plus élevés aux États-Unis, il faut gagner environ 500 000 $ par an. C'est ce que gagne un médecin hautement spécialisé. Appelons-le Tom, et selon presque tous les critères, Tom serait considéré comme riche. Il peut se permettre de conduire de belles voitures, de prendre de longues vacances dans des pays exotiques, peut-être d'embaucher quelqu'un pour faire un travail qu'il juge fastidieux, etc.
Tom est très satisfait de lui-même et de ce qu'il a accompli dans sa vie sur le plan financier jusqu'à ce qu'il achète une maison de vacances dans les Hamptons et qu'il se rende compte qu'il a Donald comme voisin. Donald fait partie des 1% les plus riches. Il est PDG d'une très grande entreprise publique et gagne la somme astronomique de 10 millions de dollars par an. On aurait pu espérer que Donald soit au moins satisfait de ses résultats financiers, mais non. Ce type était un ami d'enfance de Michael Jordan. Et ce grand joueur de basket de tous les temps fait partie des 1%. Comparé à la fortune de Michael, qui s'élève à environ 2 milliards de dollars, le salaire annuel de Stan, qui s'élève à 10 millions de dollars, semble soudain être une bagatelle. Cela s'arrête-t-il là? Non, cela ne s'arrête pas là. Michael assiste de temps en temps à des soirées avec des célébrités auxquelles participe un certain Jeff Bezos. Bezos fait partie des 1%, et il a augmenté sa valeur nette d'environ 75 milliards de dollars en 2020, pour atteindre aujourd'hui quelques 200 milliards de dollars. Il y a toujours un plus gros poisson. Le type d'envie qui a émergé de ce genre de comparaison a poussé beaucoup de gens à faire des choses insensées tout au long de l'histoire. Certains ont utilisé l'effet de levier de leur portefeuille jusqu'aux dents, afin de passer à une pyramide supérieure, pour ensuite tout perdre et se suicider. D'autres ont agi sur la base d'informations privilégiées et ont perdu leur réputation personnelle, puis leur liberté lorsqu'ils sont allés en prison. Beaucoup ont abandonné leur famille et ont vu leur partenaire les quitter ou les tromper, ou les deux. En regardant cette chaîne et en apprenant comment devenir un investisseur prospère, il y a de fortes chances que vous atteigniez un jour ou l'autre un niveau de liberté financière dont le commun des mortels ne peut que rêver. Mais vous devez, à un moment donné, accepter que trop c'est trop. Enseignement numéro 3, la folie est dans l'œil de celui qui regarde. À première vue, il semble que beaucoup de gens fassent des choses folles avec leur argent. Certains le dépensent en quantité ridicule pour des objets ridicules, d'autres le cachent sous leur matelas. Mais il ne faut pas oublier que les gens viennent d'horizons différents, avec des enfances différentes, des parents différents, des expériences de vie différentes et des éducations différentes. Tout cela se traduit par des perspectives et des valeurs différentes. Ce qui vous paraît fou peut être tout à fait logique pour moi. Morgan utilise l'exemple des billets de loterie dans son livre. Les ménages américains aux revenus les plus faibles dépensent plus de 400 $ par an à la loterie. C'est 4 fois plus que la moyenne du groupe aux revenus les plus élevés. Si l'on ajoute à cela le fait que plus d'un tiers des Américains sont incapables de trouver 400 $ en cas d'urgence, on constate que ces personnes dépensent leurs réserves d'urgence dans l'achat de billets de loterie. Ces personnes dépensent-elles leurs réserves d'urgence en billets de loterie? Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais encore une fois, nous n'avons pas la même perspective en tant qu'individus. Essayez de vous mettre à leur place. Ils vivent d'un salaire à l'autre et n'ont guère la possibilité d'épargner de l'argent, ils n'ont souvent pas fait d'études et n'ont donc pas une belle trajectoire professionnelle, ils ne peuvent pas s'offrir de belles vacances ou une nouvelle voiture, et ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'université sans s'endetter lourdement. Acheter un billet de loterie est leur façon de réaliser le rêve que beaucoup d'entre nous vivent déjà, c'est pourquoi ils achètent plus de billets de loterie que nous. Ce n'est pas si fou que ça. Après tout, en quoi cela fait-il de vous un meilleur investisseur? Tout d'abord, en reconnaissant que nous sommes différents, nous sommes moins tentés de copier un portefeuille ou une stratégie d'investissement qui ne correspond pas à nos propres objectifs. Par exemple, notre profil de risque peut être plus élevé que celui d'un milliardaire, car nous nous concentrons davantage sur le fait de devenir riche que sur celui de rester riche. Copier le portefeuille du milliardaire pourrait être sous-optimal pour vos objectifs. Reconnaître les différences peut également nous aider à refuser plus facilement les investissements qui sortent de notre cercle de compétences. Comprendre les points de vue des autres, ou du moins qu'il existe différentes lentilles pour voir le monde, vous aidera à mieux comprendre notre société et vous conduira sur le chemin qui est le vôtre. Enseignement numéro 4, coup d'œil sur le monde. Qu'est-ce que la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, les crises financières, la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont en commun? Ce sont tous des événements qui ont façonné notre société, qui ont eu un impact considérable sur les marchés financiers et qui étaient pratiquement impossibles à prévoir. Nassim Taleb, l'un de mes auteurs préférés, qualifie ces événements de signes noirs. La théorie du signe noir comporte 3 composantes, comme l'a expliqué Taleb lui-même dans un article paru dans le New York Times en 2007. Tout d'abord, elle est atypique, en ce sens qu'elle se situe en dehors du domaine des attentes habituelles, car rien dans le passé ne permet d'envisager sa possibilité de manière convaincante. Deuxièmement, elle a un impact extrême. Troisièmement, elle est explicable après coup. La nature humaine nous pousse à croire que nous aurions dû savoir depuis le début qu'un tel événement se produirait.
Imaginez que nous soyons le lundi noir de 1987. Comment auriez-vous réagi lorsque le marché a perdu près d'un quart de sa valeur en une journée? Auriez-vous été l'un de ceux qui ont crié « Vendre, vendre, vendre » ou auriez-vous été en mesure de résister à la tempête, en investissant peut-être des jetons supplémentaires que vous auriez gardés de côté? Voici un fait intéressant. Si vous avez investi dans l'indice S&P 500 il y a 20 ans, mais que vous avez raté les 4 journées boursières les plus performantes, vous auriez obtenu un rendement de 164% au lieu de 291%. C'est une différence considérable. La morale de cette leçon est qu'il est plus utile de se préparer, mentalement et financièrement, à une catastrophe que l'on ne peut pas prévoir que d'espérer pouvoir réagir avant tout le monde. Cessez d'écouter les projections macroéconomiques. Les éléments qui susciteront à l'avenir une grande crainte au sein de la communauté des investisseurs sont ceux qui sont de toute façon peu susceptibles d'être prévus. Enseignement numéro 5, la séduction du pessimisme. Si je vous donnais un tas de raisons pour lesquelles le marché va s'effondrer dans le courant de l'année, en mentionnant la dette publique gigantesque des États-Unis, le fait que les mesures de relance pourraient entraîner un retour de l'inflation, et peut-être quelque chose à propos de nouvelles souches de Covid-19, vous seriez très probablement intrigué, et vous finiriez peut-être par avoir une vision assez négative de l'étape du cycle de marché dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Si, au contraire, je vous donnais des exemples montrant que les choses vont probablement continuer à s'améliorer, en montrant comment l'espérance de vie augmente, comment l'énergie durable devient moins chère ou comment la puissance informatique explose, vous vous contenteriez probablement de hausser les épaules sans y réfléchir à deux fois. Nous savons tous que la personne pessimiste semble très intelligente et que l'optimiste semble naïf en comparaison. Pourquoi en est-il ainsi? Daniel Kahneman, l'auteur de Thinking Fast and Slow, affirme que la symétrie envers les pertes et l'écoute des pessimistes est un trait évolutif. Lorsqu'elles sont directement comparées ou pondérées l'une par rapport à l'autre, les pertes sont plus importantes que les gains. Les organismes qui considèrent les menaces comme plus urgentes que les opportunités ont une meilleure chance de survivre et de se reproduire. Nous avons tendance à écouter les pessimistes avec plus d'attention, non seulement pour des raisons évolutionnistes, mais aussi parce que les progrès sont beaucoup plus lents que les revers. Les progrès se produisent rarement du jour au lendemain, mais les revers sont fréquents. Comme les tragédies et les revers se produisent sur des périodes beaucoup plus courtes, il est beaucoup plus facile de créer une histoire intrigante et convaincante autour d'eux, et ils reçoivent donc plus d'attention. Pour créer une histoire optimiste sur l'avenir, nous devons nous pencher sur des horizons temporels plus longs. Cela devient souvent plus vague et moins dramatique. Le fait de savoir que vous serez peut-être plus fasciné par un pessimiste et moins par un optimiste peut vous aider à devenir moins asymétrique à l'égard de ce dernier à l'avenir. Le monde est meilleur que vous ne le pensez, comme l'aurait dit le Suédois Hans Rosling. Résumons. Vous ne vous enrichirez donc pas en bourse sans payer le prix de la volatilité. L'envie est le pire des 7 péchés capitaux. Ne risquez jamais ce que vous avez et ce dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et ce dont vous n'avez pas besoin. Des perspectives différentes font que des actions différentes sont jugées raisonnables ou rationnelles. Au lieu d'essayer de prévoir les catastrophes, préparez-vous mentalement et financièrement afin de pouvoir y survivre. Et enfin, soyez prudent lorsque vous suivez des conseils en matière d'investissement. Comprenez que le pessimisme fait davantage appel à votre instinct de survie que l'optimisme. C'est tout pour aujourd'hui, mais Morgan Housel ne s'arrête pas là. Consultez le livre, c'est un véritable bijou. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.